Alors, on va commencer, Jacques. On se trouve ici dans cette exposition sur les nouveaux réalistes et j'ai le plaisir d'avoir présenté deux œuvres de vous. La première, Akalma Manetro, et la seconde, Tapi Mayo. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Akalma Manetro? Elle est très emblématique et elle a existé bien avant la date de fondation du nouveau réalisme. Oui, parce que on était au lendemain d'une guerre. 49, c'est 5 ans après la libération de Paris. Donc, pendant l'occupation, il n'y avait aucune information sur l'art contemporain. Picasso pouvait vivre, mais il avait toujours peur qu'on le renvoie en Espagne. Donc, il vivait près de son café, son restaurant et ses amis, l'Iris, dans le quartier. Donc, j'ai découvert l'art contemporain à 17 ans, parce que dans la bibliothèque municipale de la ville où j'habitais, qui était Vannes, une préfecture de 30 000 habitants, il y avait une bibliothèque municipale, mais le bibliothécaire suivait tous les règlements de censure, aussi bien allemandes que françaises. Donc il n'y avait pas de livre sur l'art datant d'après 1896. Vous voyez, donc je ne connaissais pas, et dans une librairie, dans le rayon des invendus, par terre, je marche sur un livre qui datait de 1926, l'année de ma naissance, et je fais connaissance du cubisme. Donc, je comprends tout de suite qu'il y a eu une révolution intellectuelle complète dans la peinture. Et je ne comprends pas très bien, mais ça ne me rebute pas. Je me dis, c'est dans ce milieu que je veux vivre. Je n'avais aucune confiance dans les adultes. Je remarquais que mon éducation ne parlait jamais de choses actuelles. Et c'était l'actualité qui m'intéressait. C'était pas le 16e, 17e siècle, c'était très beau, mais je voulais vivre avec mon époque. Et à ce moment-là, j'ai décidé que j'irais dans ce milieu, que je serais peut-être le dernier des derniers, mais que je vivrais avec des créateurs. Pour moi, le métier d'un artiste, c'est de créer une beauté nouvelle, une façon nouvelle de peindre. Donc, les affiches lacérées, si j'ai été le seul à continuer dans les affiches lacérées, c'est que j'avais une culture de l'affiche. Je suis allé faire un court séjour avec mon patron, je travaillais chez un architecte pour mesurer des ateliers du 10e, je ne connaissais pas Paris, je ne sais plus trop où je suis allé, pour mesurer ces ateliers-là. Et j'ai eu la chance de tomber sur le catalogue d'une exposition qui avait lieu à la Galerie Charpentier en face de l'Élysée, et j'ai compris que les affichistes s'inspiraient de la peinture qui se faisait. Donc, quand on a commencé avec Raymond à prendre des affiches lacérées, je savais que ce n'était pas un coup dans l'art sans lendemain, que je pouvais, dès le premier moment, j'ai su que je faisais une œuvre qui serait vraiment une grande œuvre comme un peintre. À Akalma Manetro, j'avais peur parce que ça pouvait faire post-cubiste. Les cubistes ont amené la lettre, mais la lettre flottant dans l'atmosphère du tableau. C'est Braque qui a été peintre en bâtiment, qui savait faire des lettres, qui a été le premier pour la typographie. La femme guitare pouvait devenir ringard. Elle est bonne à l'époque de Picasso, mais si vous faites une femme guitare à l'heure actuelle, c'est de la copie. Tandis que la typographie, vous voyez à notre époque, la typographie existe beaucoup chez les jeunes peintres et les moins jeunes comme moi. Donc, avec les affiches, je n'avais aucun doute que je pourrais faire quelque chose. Les historiens de l'art qui font de la sociologie disent qu'il y a évolution dans toute chose dès qu'il y a économie.
Et moi, j'économisais les matériaux, le temps de travail et l'angoisse créatrice, parce que je savais que tout le monde travaillait pour moi. Quand j'avais fini une série, je pouvais me reposer, et je me disais, ils vont faire, et je vais trouver quelque chose de nouveau. Donc, c'était assez luxueux, et je pouvais être paresseux. Mais on me disait toujours, tu fais toujours des affiches, comme si on aurait dit à Matisse, vous faites toujours de la peinture à l'huile. Il n'y a que Picasso qui essayait toujours de changer de thème. Il faisait du classique, de l'antique et du n'importe quoi, comme faisaient les enfants. Mais les enfants, quand ils regardaient Picasso, se disaient « mais à l'école, on nous interdit de travailler comme ça ». J'ai connu la fille d'une amie de la femme de Picasso, on la laissait avec Picasso quand ils allaient se promener, et elle le voyait, et elle disait « Picasso voit que j'étais étonnée », et il devait faire exprès des clowneries. Donc c'était comment dépasser Picasso. Mais c'est intuitif, ça a été par le comportement, c'est-à-dire je disais je ne fais rien, c'est les autres qui travaillent pour moi. Alors, quand vous avez fait Acalma Manetro, vous étiez donc à Paris, vous étiez avec Raymond Hins, vous avez eu un travail en commun avec lui. Comment ça s'est passé, cet arrachage de cette première affiche? J'ai connu Raymond Hins en 1945, donc en février 1949, ça faisait 4 ans que je le connaissais. C'était quelqu'un qui était tourné plutôt sur le domaine des idées, les pacifistes, les non-violents, etc. Moi, ce n'était pas des choses qui me préoccupaient, mais je voyais qu'il lisait beaucoup plus que moi et qu'il me racontait toutes ses lectures. Donc ça me permettait de ne pas trop lire et de m'occuper. Donc il se moquait de moi parce que je lisais des livres de lecture et on ne voyait pas de peinture, parce que les musées, il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-là. Donc, quand on a pris Acalma Manetro, 2 ans, 18 mois avant, j'avais pris un fil de fer à Saint-Malo dans les bombardements. C'était un fil de fer qui aurait dû rentrer dans un blocos. Ça, on traînait, vous savez, après la guerre, on marchait sur les débris de la guerre pendant, vous voyez, 47, il y avait 2 ans et demi que Saint-Malo avait été libéré. Et ce fil de fer, je l'ai montré à Raymond et il a été convaincu que cet objet que j'avais pris était une œuvre d'art. Il faut penser que je suis breton et donc que je connaissais Jarry. Et ça me soufflait qu'un garçon de 20 ans apporte en un grand théâtre de Paris une œuvre écrite par des lycéens. On ne connaissait pas très bien Jarry à cette époque. Ça fait que depuis les années 60 qu'on l'étudie bien. Mais entre sa mort en 1900 et 1960, il n'y avait pas de véritable chercheur. Il y avait des amis qui parlaient de lui et tout. Donc, ça me soufflait. Et parce que je dis ça, parce qu'on parle toujours de Marcel Duchamp. Pour moi, Marcel Duchamp ne compte pas. Jean-Jacques Lebel, qui l'a connu dans sa jeunesse à New York pendant la guerre, disait que c'était une no-personne. Et son Rédémède, c'est un objet indifférent. Une affiche lacérée est le contraire de l'indifférence. Parce que ça raconte les drames, ça raconte la lutte ouvrière, ça raconte le spectacle, ça raconte vraiment la vie quotidienne. Donc ça montre le décor de Paris. Vous voyez les grandes affiches qui sont derrière moi, c'était qu'il y avait le décor de Paris. Vous ne voyez plus ça depuis les années, fin des années 90. Les panneaux sont sous plastique pour empêcher les lacérateurs d'affiches.
Je me suis même vexé, j'ai même vexé le président de Beaubourg en me faisant photographier et filmer devant le centre Pompidou et montrer qu'un grand monument culturel empêchait de m'empêcher de travailler. Alors il n'a pas pris ça sur le moment, il n'a pas eu l'humour. Mais j'ai vu que la présentatrice souriait de mon ironie, parce que le monde, c'est un monde d'ironie. Et là, prendre des affiches, c'était de l'ironie. C'était, il faut renouveler la peinture, il faut prendre tous les moyens. C'était un comportement. Et l'art du comportement, c'est pas moi qui l'ai créé, parce que ça a été, ça s'est continué. D'autres ont compris que c'était par le comportement qu'on pouvait renouveler l'art. Alors, Tapis Maillot, justement, cette grande œuvre qui est derrière nous, Tapis Maillot, elle s'appelle Tapis parce que les gens étaient invités à marcher dessus. Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel contexte vous l'avez faite? Vous voyez, le Tapis Maillot vient de la porte Maillot, là où il y a des grands bâtiments, le palais des congrès, etc. Et c'était des terrains vagues. Et, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Après, c'est devenu un parking. C'était à côté d'une église pour un des fils du comte de Paris, quelque chose comme ça, qui était solitaire, perdu. Et pour construire les constructions actuelles, on l'a transporté ailleurs, cette chapelle. Et donc, il y avait des longues palissades et le colleur d'affiches des cinémas, pour ne jamais se tromper, ne pas oublier un cinéma, collait toujours le cinéma Windsor sur le cinéma Windsor, le cinéma Intel sur le cinéma Intel, etc. Donc, il faisait la composition. Vous voyez, c'est toujours la même affiche. Sur la même affiche, ce sont les mêmes lettres. Donc, cette déchirure, c'était... il faisait tout mon travail. Mais c'est pas moi qui imaginais ça. Et c'est pas lui non plus, parce que c'était pour son métier qu'il le faisait. Pas esthétiquement, j'ai détourné quelque chose en faveur de l'art. Et donc, mais je voyais que c'était le danger. On me dirait, vous êtes post-cubiste. Donc, je me disais, je dois prendre des choses qui ne me plaisent pas. Je dois, pour faire une œuvre, il faut faire du chaud, du froid, et toujours imiter Picasso, qui fait le matin une œuvre classique et l'après-midi un gribouillage. Et alors, vous l'avez présenté chez François Dufresne. C'était quelqu'un que vous fréquentiez beaucoup aussi, François Dufresne? François Dufresne était poète lettriste. Hein, et donc, son père était peintre, donc il avait un bel atelier, quelque chose de très bien. Et juste avant, j'avais écrit un texte sur les affiches, parce qu'on avait exposé chez Colette Alindi, la femme d'un des 10 premiers psychanalystes de Paris, qui nous avait exposé avec beaucoup de crainte, mais juste après une exposition de Yves Klein. Vous voyez, le groupe des nouveaux réalistes commençait à se constituer en 1956-1957. Donc, à Calma Manetro, je l'avais mis par terre. Parce que tapis maillot. Le tapis maillot, je l'avais mis par terre parce que sur les murs, il aurait pris beaucoup trop de place. Donc, j'en avais 2 comme ça. L'autre était moins réussi, donc je l'ai coupé en 2. Et j'ai fait le triplé maillot, et puis les 3 autres ont fait une unité. Donc j'avais 2 tapis maillots, et le public pouvait marcher, mais on était en été, il n'y avait pas de souliers à clous, etc. Et tous les soirs, je réparais, je recollais. Donc je suivais bien ça. Bon, ça ne durait pas longtemps, et puis on n'avait pas une foule. Il y a dû avoir dans les 50 personnes à venir voir cette exposition. Mais ça a été très important, parce que juste après, il y avait la première biennale de Paris. Et moi, je ne fréquentais pas les peintres,
parce qu'ils faisaient tous de la peinture abstraite. Donc je fréquentais des peintres qui avaient 20 ans de plus que moi, nés entre 1900 et 1913 environ. Donc, parce qu'ils me racontaient la vie d'avant-guerre, ils me donnaient des renseignements, ils me donnaient leur expérience de peintre. C'était pas forcément des grands peintres, c'était des peintres qui étaient venus à la peinture abstraite sur leurs 40 ans. Donc, Raymond a connu un peintre, il fréquentait lui les cafés, le Sélect, et donc celui-là est venu, a vu, et il faisait partie des artistes qui invitaient d'autres artistes. Mais les artistes nous ont refusé. Et ça a été notre grande chance. Parce que on a 3 artistes, Georges Noël, Cardenas et un autre qui était communiste que j'ai moins connu, Singer, ont mis leur démission en jeu si on n'était pas accepté. Et Raymond Cognac, qui était le président, le commissaire général de cette biennale, a pris notre défense, a cherché et nous a dit: vous allez avoir le salon de la musique. Vous voyez le langage de cette époque-là. Alors on devait être dans le salon de la musique qui, en 2 mois, s'est appelé Auditorium. Hein. Ça se modernisait, tout le langage, etc. Et c'est quelqu'un qui avait dirigé la revue Art, Beaux-Arts avant la guerre. Et je me disais, il a eu l'expérience des artistes dégénérés. C'était quelqu'un qui ne s'occupait que son amour, c'était la peinture à l'huile figurative. Donc, il avait cette expérience avant la guerre et il disait: il faut que je les défende, c'est mon travail de commissaire. Et il était un bon conservateur, il savait qu'il devait défendre même ce par quoi il n'était pas attiré. Donc on était réunis dans une salle et Malraux était le ministre de la Culture, il a soufflé tout le monde parce qu'il a fait l'inauguration, ça a duré 1h30 et on ne savait pas, c'était le général de Gaulle était arrivé 1 an après. Donc on disait un général, c'est un dictateur et tout. Et son discours, c'était de dire: l'État ne doit pas diriger l'art, c'est les artistes qui font l'art. C'est une phrase qui se disait déjà au XIXe siècle. Hein. C'était pas révolutionnaire du tout. Mais ça nous a rassurés de voir cette ouverture d'esprit.